importants en volume, mais qui sont extrêmement délicats, c'est la préfosse de diffusion, de dissipation et le seuil de réoxygénation. C'est des travaux que nous sommes en train de lancer maintenant, en même temps que l'équipement hydromécanique. Alors tout ceci va nous permettre de libérer l'espace pour construire l'usine. Nous sommes déjà en train de finaliser le contrat de l'usine, puisque l'entrepreneur est déjà choisi après un processus d'appel d'offres. Et dès que nous signerons le contrat de l'usine, peut-être courant avril, l'entrepreneur va commencer immédiatement à fabriquer les équipements de l'usine pour être prêt en novembre à travailler sur le terrain. Et l'objectif final, c'est la mise en service de l'usine de pied en juin 2018. Là également, pour compter sur vous pour le respect des délais. Mais si je vous donne des dates avec autant de précision, c'est parce que notre management est beaucoup plus axé sur le respect des délais. Et nous en parlons avec beaucoup d'assurance parce que tout est mis en œuvre pour qu'en juin 2018, nous ayons l'usine de pied, nous ayons bouclé dans la ligne de transport entre Lompanga et Bertoua et l'électrification des villages autour pour vraiment commencer à faire percevoir aux populations de la région les retombées directes de Lompanga. Rafraîchissons la mémoire de ces téléspectateurs de la région de l'Est et même de l'ensemble du pays justement sur les caractéristiques de cette usine de pied. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Bon, comme vous le savez, la région de l'Est est actuellement alimentée par une centrale thermique à Bertoua qui a une puissance qui ne dépasse guère 10 MW, mais en réalité la puissance garantie tourne autour de 7 à 8 MW, dont les populations sont pratiquement délestées une bonne partie de l'année. Or, lorsque nous allons construire l'usine de pied, nous aurons 30 MW de puissance installée. Et la projection de la demande à l'Est montre que ça pourra couvrir les besoins de l'Est sur peut-être 25 à 30 ans. Donc c'est vraiment une puissance importante qu'on installe à l'Est. Et nous allons électrifier plus de 150 villages à l'Est pour être raccordés à cette usine de 30 MW. Donc ça va changer fondamentalement le taux de pénétration de l'électricité à l'Est. C'est pour ça que nous insistons sur cette usine et ces réseaux de transport. N'oublions pas qu'en plus de la ligne de transport Lompanga-Bertoua, nous avons aussi une ligne de transport Bertoua-Batouri et une ligne de transport Bertoua-Abomba, et toute la zone sera vraiment complètement éclairée. Alors, nous allons nous autoriser une seconde halte, monsieur le directeur général. Nos équipes sont descendues sur le site de Lompanga pour voir à quoi ressemble sur le plan physique le barrage hydroélectrique. Je vous propose de regarder ce reportage. Que le temps passe vite. Nous sommes le vendredi 25 mars 2016. Voyage au retour sur le site du barrage hydroélectrique de Lompangar. 2h30 de trajet au départ de Bertoua, le chef-lieu de la région de l'Est Cameroun. Nous sommes sur le chemin des grandes réalisations, le chemin de l'espoir. Au détour d'une énième galerie de forêt, nous voici à Lompangar. Après 3 années et demie de travaux, le site du barrage hydroélectrique offre un paysage entièrement refaçonné. Des dizaines de maisons d'habitation ont germé de terre, divers aménagements sociaux également. Dépaysement assuré. Et dire que le meilleur est à venir. Petit briefing avec les responsables en charge de la construction du barrage à la base vie. La base vie du barrage hydroélectrique de Lompangar, véritable tour de Babel, où diverses nationalités d'ingénieurs et autres techniciens rivalisent d'ingéniosité pour remplir leur cahier de charges. Et voici la grande équipe qui s'ébranle cette fois sur le site du barrage proprement dit. Du haut de ses 45 mètres de hauteur et de ses 540 km² de superficie, le site aujourd'hui totalement transformé offre au regard du visiteur des panoramas splendides. Nous, on est en face d'un ouvrage exceptionnel et unique
pas seulement pour Cameroun, mais pour l'Afrique centrale. C'est un ouvrage très important. L'ouvrage présente un ouvrage central en béton de BCR, comme je viens de vous dire, avec 4 sous-ouvrages et 2 digues principales, avec 2 digues de transition et 2 digues principales. Cet ouvrage, il y a déjà une superficie de son retenu qui est de 540 km², un bassin versant de 19 000 hectares, et le volume de ce retenu est aussi exceptionnel, c'est de 6 milliards 100 millions de mètres cubes d'eau. La particularité de cet ouvrage-là, c'est qu'avec les précipitations qui sont annuelles, il dépasse de temps en temps 8 milliards de mètres cubes. Ce barrage peut se remplir et vider chaque année. Une chose qui est vraiment très particulière. Infrastructure construite à la confluence des rivières Lom et Pangar, le barrage hydroélectrique de Lom-Pangar est un ouvrage avant-gardiste. Nous avons un ouvrage central qui est constitué de 4 sous-ouvrages. Le premier, tout à fait à gauche, c'est la dérivation, ouvrage de dérivation par laquelle l'eau de Lom et de Pangar passait pendant la construction du barrage. Parce que le barrage, cet ouvrage central, il faut qu'il se construise dans une condition avec fondation sec. Alors l'eau, il y avait déjà un bâtard d'eau qui était construit, on ne le voit pas parce qu'il est sous l'eau. Et l'eau, il était dirigée par cet ouvrage-là pour passer à l'autre côté de l'ouvrage. À côté de cet ouvrage, c'est l'ouvrage de prise usinière, c'est-à-dire les conduites d'eau qui sont destinées à alimenter l'usine qui sera construite au pied de cet ouvrage-là, qui sont déjà achevées, les conduites sont montées, mais la partie usine, ce sera dans la phase 2 de ces barrages-là. Et à côté de cet ouvrage, c'est l'ouvrage plus important, c'est l'ouvrage de restitution d'eau, qui est construit de 3 orifices, de 3 pertuis, 2 grands pertuis et une petite pertuis par laquelle on peut lâcher l'eau à l'aval de l'homme. Cette pertuis, à la cote normale du barrage, ils permettent de faire passer 900 mètres cubes d'eau seconde. À côté de cet ouvrage, le dernier ouvrage, c'est l'évacuateur de crue qui est destiné à passer l'eau en cas de crue exceptionnelle pour ne pas avoir des problèmes et pour ne pas avoir de débordements sur les digues. Parce que pour les ouvrages comme ça, aussi les ouvrages qui sont construits, c'est un ouvrage mixte, mais qui sont construits en remblai, le débordement de l'eau est impossible. Sur la crête de l'infrastructure a été érigé un bâtard d'eau, véritable forteresse construite pour affronter la furie des eaux. L'ensemble de l'ouvrage dispose d'un impressionnant dispositif de veille destiné à monitorer les moindres battements du joyau. On suit le comportement du barrage au moyen des appareils et dispositifs d'auscultation implantés dans la fondation et dans le corps du barrage. On suit quotidien le comportement du barrage et on relève tous ces paramètres. On analyse les paramètres pour avoir l'information sur le comportement du barrage et la sécurité du barrage. Derrière moi, c'est le cellule de pression. Ça sert à suivre la pression interstitielle dans la fondation et dans le corps du barrage. Il y a à peu près 400 dispositifs et appareils d'auscultation installés dans le barrage. Assurance des ingénieurs du site, rien à signaler pour l'instant. Lors de la dernière, première mise en œuvre partielle du barrage, on avait eu
2 séances de travaux avec les experts. Et on avait eu la review de sécurité de barrage en utilisant les données, l'ensemble de données qu'on a collectées au moyen des dispositifs d'auscultation. Et il a été conclu que le barrage se comporte très bien en termes de sécurité et en termes de sa performance. C'est donc sur le socle de ces acquis qu'a été bâti l'ouvrage central. L'ouvrage central du barrage qui fait office de véritable centre nerveux. Dans ses principales composantes, on retrouve, en plus des murs de soutènement, divers ouvrages. Dérivation, prise usinière, restitution et sécurité. Nous sommes à l'aval du barrage Lompangar. Il est constitué d'un ouvrage central qui fait 180 mètres de longueur, qui est construit de béton compacté rouleau et de béton conventionnel vibré. L'ouvrage central, il est construit, encore une fois, 2 murs de soutènement rive gauche et rive droite. L'ouvrage de dérivation qui est déjà fermé, mais vous voyez déjà au moins 2 orifices qui sont déjà visibles. À côté de cet ouvrage de dérivation, nous avons l'ouvrage de prise usinière et vous voyez en face de vous les 4 conduites qui font 2500 mm de diamètre chacun. Et maintenant, pour assurer le débit écologique de Lompangar, nous, on a mis en place une vente papillon de 2000 mm par laquelle on restituait 25 mètres cubes secondes comme débit écologique. C'est une obligation qui a été exigée par bailleurs de fonds, par le gouvernement camerounais, pour assurer la vie dans les rivières à l'aval du barrage. Et à côté de cette prise usinière, vous avez l'ouvrage le plus important, l'ouvrage de restitution, par laquelle, je vous ai dit, on fait lâcher d'eau. Et le débit maximal à la cote normale du barrage, c'est de 900 mètres cubes secondes. Pour s'assurer de la solidité de l'infrastructure, il a fallu aller à des profondeurs insoupçonnées pour mettre le barrage à l'abri de tout désagrément. Au départ, donc, il y avait toute une compagnie de reconnaissance de la fondation. Donc, il a été prévu dès le départ tout un système de traitement de la fondation, que ce soit en injection d'un voile profond qui va jusqu'à 44 mètres de profondeur. Et puis, il y a toute la consolidation du barrage en BCR. Et puis, à fur et à mesure de l'avancement des travaux, quand les travaux de remblai proprement dit ont démarré, il y avait un contrôle systématique des travaux qui se fait chaque jour. Chaque couche est réceptionnée régulièrement par le service topographique, par le service du laboratoire. Et donc, il y a tout un système de contrôle qui a été mis en place pour s'assurer de la bonne qualité de l'exécution des ouvrages en remblai. Pour permettre la construction de l'ouvrage en remblai, donc au départ, on a fait les reconnaissances des zones d'empreinte, là où on va prendre les matériaux de terre, que ce soit le terre pour noyau, argileux pour le noyau ou pour les recharges de la latérite graveleuse. On a fait des reconnaissances de la carrière de Mbimbawara, à partir de laquelle on a extrait à peu près 1 300 000 mètres cubes de roches. Et donc, avant tout ça, il y avait donc la reconnaissance, il y avait les essais. Il y a certains essais qui ont été faits par des laboratoires spécialisés en France pour s'assurer que la qualité des matériaux est conforme aux spécifications. En plus des précautions prises au niveau de la fondation, un soin tout particulier a également été mis dans la sélection des agrégats utilisés. Derrière moi, il y a une partie centrale du barrage, elle est conçue en béton. Sur le dérive, on a 2 digues en terre et en enrochement
Et la partie centrale, elle est construite en béton. C'est l'ouvrage porteur des équipements hydromécaniques. Donc le barrage est construit avec deux types de béton. De BCV, c'est un béton conventionnel, Weberé et armé. Il y a aussi la partie BCR, c'est le béton compacté au rouleau. Pour arriver à ces résultats qui fêtent aujourd'hui la fierté de tous, la station de concassage aura été d'un très grand apport. Oui, nous sommes sur la station de concassage, un atelier le plus important du barrage Lampangar, parce qu'ici, on produit tous les matériaux nécessaires pour déjà le remplir du barrage et tous les agrégats pour production de béton. Du BCR, c'est un béton compacté à rouleau, et du BCV, béton conventionnel vibré. Le barrage Lampangar est le premier barrage construit en Cameroun en BCR, béton compacté à rouleau. Les quantités, tout compris de béton, sont de 280 000 m3, mais nous avons aussi rempli en enrochement. Nous avons des digues de transition en enrochement, nous avons le RIPRAP, la protection amont et aval de barrage, et tous les matériaux confondus de remplir, ils s'avèrent à 2 700 000 m3, et déjà constitué de deux cellules ou deux centrales, une qui fait 200 tonnes, production 200 tonnes par heure, et l'autre qui fait 300 tonnes par heure. Ça veut dire qu'ils sont des capacités assez importantes pour pouvoir satisfaire les besoins de construction du barrage. La mise en œuvre de cette technologie innovante se sera faite dans le plus grand respect des normes environnementales. Le résultat ne pouvait tarder, et c'est tout à fait naturellement qu'en septembre 2015, il a été procédé à la mise en eau partielle de Lampangar. Traduction du génie et de la détermination de ses constructeurs à offrir au Cameroun une infrastructure à même de lui donner les moyens de sa course vers l'émergence. Et c'est à ce jeune ingénieur camerounais de 31 ans, Achille Djogwe, que revient la responsabilité d'assurer la gestion au quotidien du barrage de Lampangar et de ses 6 milliards de mètres cubes d'eau. Lorsqu'un ouvrage de cette envergure est construit, il est nécessaire d'assurer ce qu'on appelle l'exploitation et la maintenance de ce barrage. Au quotidien, il y a une équipe d'exploitation qui travaille jour et nuit. Et le premier rôle, c'est d'assurer la maintenance des équipements qui sont installés. Vous voyez tous ces ouvrages, nous avons les ouvrages de génie civil, nous avons les ouvrages électriques, nous avons les équipements électromécaniques, et nous avons même des équipements d'auscultation qui sont très importants pour contrôler le comportement du barrage, donc pour assurer la sécurité de l'ouvrage. Parce qu'un ouvrage tel comme celui-ci, s'il lâche, nous aurons des milliers de morts en aval. Il y aura des inondations, toutes les populations et les biens qui se trouvent en aval du barrage seront affectés par cette destruction. Donc il faut une veille permanente. C'est avec un sens très élevé de responsabilité que le jeune ingénieur camerounais évoque le rôle régulateur de cette méga infrastructure dont il a la charge. Nous mobilisons notre équipe d'exploitation au quotidien qui assure les différentes opérations de maintenance. Et l'exploitation consiste en fait à nous rassurer que les débits qui sont recommandés, c'est-à-dire les consignes de débit qui sont demandées par les producteurs qui se trouvent en aval, notamment Sonloulou et DDA, sont satisfaits au niveau du barrage de Lampangar. Donc lorsque Eneo, qui est le producteur actuel, nous demande que je veux telle quantité, peut-être 800 mètres cubes par seconde, pour pouvoir produire une certaine quantité d'énergie dans sa centrale, nous, l'exploitant, nous venons au niveau de nos appareils, de nos équipements d'exploitation, nous programmons donc cette consigne et nous rassurons que cette consigne est maintenue jusqu'à le prochain ordre de consigne. Ainsi va la vie à Lampangar, une grande fierté pour le pays tout entier.
Retour à vous, M. Théodore Sango, invité de cette édition de Présidence Actu. Alors, l'une des choses qui nous aura marqué lors de cette descente sur le site de Lompanga, c'est la jeunesse du chef de barrage, Achille Jogoué, je crois, qui a 31 ans. C'est sans appréhension que vous avez choisi de lui confier la gestion quotidienne du barrage de Lompanga? Aucune appréhension. Vous savez, nous avons une politique managériale à EDC, c'est de penser à l'après Lompanga et à l'après Nsangou. Et nous avons une politique de rajeunissement des cadres managers de cette entreprise. Nous sommes engagés là-dessus parce que c'est ça qui fait l'avenir du pays. Et pas seulement à Lompanga, même ici à EDC, nous avons opté en 2009 d'avoir des cadres d'un certain âge, qui sont même pratiquement beaux à la retraite, qui ont nous permis de mettre les fondations de l'EDC. Je pense que cette phase est terminée. Nous sommes maintenant en train de travailler pour faire monter un certain nombre de jeunes méritants que nous avons identifiés et qui vont faire l'avenir de l'EDC et même du secteur énergétique. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ces ressources humaines que nous avons formées seront très utiles pour les futurs barrages. C'est pour ça qu'après avoir testé un certain nombre de jeunes, nous avons jeté notre dévolu sur Diogoué, qui a été recruté sur concours. Il n'a pas été recruté comme ça sur un coup de téléphone. Et depuis qu'il est là, il nous donne plutôt satisfaction. Je pense que c'est un pari qui est en train d'être gagné. Alors, le barrage de Lompanga, tel qu'il se présente, est un joyau, mais l'autre interrogation, c'est celle relative à sa maintenance, qui est généralement le ventre mou chez nous. Quelles sont les dispositions prises pour assurer la bonne maintenance de ce joyau? Alors, contrairement à d'autres projets, Lompanga a cette particularité, c'est que les bailleurs de fonds ont prêté de l'argent à l'État. L'État a rétrocédé à EDC. C'est EDC qui va rembourser l'emprunt. Et dans le modèle financier, nous avons prévu une enveloppe pour la maintenance et l'exploitation de ce barrage. Ce qui veut dire que nous aurons toujours sur des droits d'eau que nous percevons une partie destinée à la maintenance. Ça veut dire qu'on n'aura pas de problèmes de maintenance comme les autres projets où la maintenance fait défaut. Puisque nous aurons l'argent, nous serons autonomes. Nous n'allons pas demander des subventions de l'État pour entretenir ce barrage. C'est la grande première qu'on est en train de vivre parce que non seulement l'État ne va pas rembourser l'emprunt, c'est nous qui allons rembourser, mais nous aurons dégagé suffisamment de moyens pour entretenir le barrage et pour aussi financer un certain nombre d'activités comme le parc de Dendeng. Mais aussi, nous avons négocié avec les bailleurs de fonds pour participer d'une certaine façon aux communes comme Belabo et Betaroya qui ont vu construire le barrage et qui peuvent bénéficier d'une certaine façon aux retombées Lompanga. N'oublions pas que les droits d'eau rapportent bon an, mal an, des sommes non négligeables. Non négligeables et ça nous permet d'entretenir, d'exploiter et de rembourser l'emprunt. C'est une grande première. Pour rester un moment sur les rapports avec les bailleurs de fonds, comment vous appréciez le concours des bailleurs de fonds dans la conduite de ce projet? Bon, c'était presque aussi difficile que de construire le barrage. Imaginez que vous avez 5 bailleurs de fonds, plus le gouvernement, vous avez la Banque mondiale, vous avez la BEI, vous avez l'AFD, vous avez la Banque africaine de développement, la B2AC, et chaque bailleur a ses procédures propres, ses rythmes de décaissement, ses attentes, etc. Il fallait fédérer tout ça, et c'est un volet aussi où on se permet de dire modestement qu'on a plutôt réussi parce qu'il fallait fédérer ça, ce n'était pas facile. Mais ça nous a beaucoup aidé d'avoir des bailleurs de fonds aussi exigeants. Parce que vous avez la Banque mondiale qui finance un projet, vous n'avez pas droit à l'erreur. Ça veut dire qu'ils ont tout contrôlé. Et ça nous a aussi aidé à nous améliorer. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire que quand la Banque mondiale est sur un projet, le projet n'avance pas, ça meurt, ça traîne, etc. Mais une fois que vous avez maîtrisé les procédures de la Banque mondiale,
vous avancez et ça passe très bien, ça se passe très bien, et avec la Banque mondiale, et avec la BEI, et tous les autres. Et même le gouvernement est très attentif à tout ce qui concerne Lompanga. C'est le soutien que nous avons qui nous permet de réussir cette phase jusqu'à présent. Alors, au projet du barrage de Lompanga a été greffé un plan de gestion environnementale et sociale. Où en est-on avec sa mise en œuvre? Sur le site, on a vu des pêcheurs, une impressionnante activité piscicole qui se développe. À un moment, on parlait du recasement des populations riveraines sur le site du nouveau Lompanga. Où en est-on avec le plan de gestion environnementale et sociale? Bon, disons qu'on a franchi un certain nombre d'étapes majeures qui posent souvent problème sur les autres projets. D'abord, on a réussi les indemnisations. Je pense que vous savez que vous n'entendez pas trop parler des problèmes d'indemnisation à Lompanga. Et on a dû avoir d'abord des indemnisations individuelles pour plus d'1 milliard, 1,5 milliard qu'on a distribué sans problème. Nous avons créé ce qu'on appelle la gestion des plaintes. Ça veut dire que nous avons tout un bureau pour enregistrer toutes les plaintes et les traiter. Nous sommes rendus au fait où on a vidé la presque totalité des plaintes. Nous avons aussi procédé à des indemnisations collectives. C'est-à-dire, lorsque vous avez des villages d'accueil qui ont vu arriver des gens d'autres villages, on a donc construit des infrastructures comme des centres de santé, des points d'eau, on a créé des zones d'agriculture et nous avons, dans certains cas, construit de nouveaux villages, comme le nouveau village de Lompanga. Et on a aussi participé à la construction d'autres villages comme Lom 2, et à Wami, où il y a la pêche qui se développe, vous voyez qu'on a mis un certain nombre de dispositifs pour accueillir les gens. Maintenant, le PGS ne s'arrête pas là. Le PGS comporte beaucoup d'ouvrages importants. Nous avons un pont très important, que nous appelons le pont de Touraké, qui sera construit du côté de Betareoya, qui est un pont qui va coûter plus de 10 milliards de francs et qui est financé par l'Agence française de développement. Nous sommes en train de lancer la première phase de ce pont, puisque pour le moment, les gens traversent par un bac que nous avons réhabilité. Mais nous sommes en train donc d'amorcer ce pont. Ce pont aura une conséquence extraordinairement importante sur l'économie, sur les bœufs, les agriculteurs. Et nous sommes en train de lancer un vaste programme de construction des centres de santé, de réhabilitation de l'hôpital de Berthois. On a dans une quinzaine de villages, nous avons des centres de santé à construire, équipés. Nous avons eu un financement de l'AFD pour faire ça. Et nous travaillons main dans la main avec le ministère de la Santé pour mettre ça. Ces travaux vont démarrer dès cette année. Et nous avons d'autres aspects, disons, liés à ce plan de gestion environnementale, comme l'électrification rurale, on en a parlé. On va mettre quelques points solaires. Cette activité piscicole qui se développe. Alors maintenant, je voulais terminer par l'activité piscicole parce que c'est ça qui va vraiment transformer complètement l'économie de la région. Alors, nous avons vu atterrir beaucoup de pêcheurs. J'avoue que nous avons été complètement surpris. Et dans notre plan, on pensait que c'est après la mise en eau définitive qu'on allait vraiment voir venir les pêcheurs. Mais nous avons été surpris par l'arrivée massive des pêcheurs. Et quand on faisait des études d'estimation de l'activité piscicole, on prenait l'exemple d'un barrage comme Lac d'eau. Lac d'eau qui a une retenue comparable à celle de Lompanga, à peu près 6 milliards de mètres cubes d'eau, qui génère par an à peu près 20 à 25 milliards de CFA de pêche. Alors que l'énergie générée par Lac d'eau, c'est moins de 10 milliards. Donc, en fait, la pêche génère plus à Lac d'eau que l'énergie. Et lorsque j'ai discuté avec monsieur le ministre de la Pêche, en disant qu'avec la retenue Lompanga, nous pensons qu'on peut avoir peut-être une vingtaine de milliards de pêche. Il a dit non, monsieur, vous allez avoir le double. Parce qu'en plus, vous avez la biomasse qui favorise beaucoup le développement de la pêche. Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à ce qu'après la mise en eau définitive, on ait peut-être par an 30 à 40 milliards de recettes de pêche. C'est énorme.
Maintenant, il faut encadrer ça pour qu'au moins 50% profitent aux Camerounais. Et c'est pour ça que nous avons interpellé le gouverneur, l'armée, pour veiller à ce que les Camerounais bénéficient au maximum des retombées de pêche, et pas les Nigériens seuls. C'est vrai que ce n'est pas dans nos habitudes d'être pêcheurs, mais notre objectif, si on arrive à voir que 50% profitent aux Camerounais, c'est un pari gagné parce qu'à Lac d'eau, il y a moins de 10% qui profitent aux Camerounais. Et c'est un volet très important que nous allons encadrer. Nous avons même un budget d'encadrement des populations. Le ministre de la Pêche va prochainement distribuer des zodiacs. C'est tout un volet que nous allons maintenant développer pour vraiment valoriser cette pêche. Mais en plus de la pêche, il ne faut pas oublier que avec le parc de Deng Deng, des gorilles, ça va attirer beaucoup de touristes. Avec une retenue comme la retenue Lompanga, avec une activité de pêche. C'est une zone touristique en puissance qui est en train de se mettre en place. Et je pense, je discute beaucoup avec les ministres, si on avait la possibilité, par exemple, de goudronner l'axe Belabo-Lompanga, ça transformerait complètement l'économie de la région de l'Est. Complètement. Alors, j'espère que tout cela ne va pas vous éloigner de votre activité principale, qui est celle de construire les barrages. Et pour revenir justement à votre activité principale, Monsieur le Directeur Général, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Le barrage de Lompanga, il est construit à plus de 90%. La mise en eau partielle a eu lieu. C'est plus de 3 milliards de mètres cubes d'eau qui sont déversés au quotidien. Mais on note dans le même temps et paradoxalement la persistance des délestages. Comment comprendre ça? Bien. Question à laquelle on a répondu. Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Énergie a répondu à la presse. Moi-même, j'ai répondu à la question lorsque je suis allé visiter le barrage de Ndjin. Au mois de mars, il y a de l'eau. Pour prouver aux Camerounais que le problème qu'on a cette année, ce n'est pas un problème d'eau. On a même trop d'eau avec l'apport de Lompanga. Quel est le problème? Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que on a bien cet état pour attaquer au bras le corps la question de transport. Mais le ministre de l'Énergie et Enio sont en train de mettre en place un programme d'urgence transport. C'est un programme très important qui va solutionner définitivement la question des transports. Mais en attendant, nous avons aussi insisté auprès des uns et des autres pour qu'en attendant que le programme important qui est instruit par le président de la République sur le transport aboutisse, qu'on mette en place ce que j'appelle les programmes préliminaires. Parce que Enio a imaginé qu'il faut remplacer à peu près 18 transformateurs à des postes clés du réseau. Ils ont déjà 4 transformateurs à Enio. Les premiers seront livrés à partir du mois de juin. Ça va nous aider énormément. La question sur laquelle nous devons tous nous focaliser aujourd'hui, ce n'est plus la question d'eau qui est réglée par Lompanga, c'est la question de transport et tous les acteurs du secteur, c'est-à-dire Eneo, la Sonatrel, nous-mêmes, EDC, l'Arcel, on est tous mobilisés pour régler cette question de transport. Plutôt que les gens disent que c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Non, nous devons faire preuve de synergie pour nous attaquer ensemble à la résolution de ces questions de transport, parce que tant qu'on n'aura pas réglé ces questions de transport, il y aura toujours des coupures. Maintenant, Enio va se concentrer sur la distribution, parce que Enio sait qu'il y a tous les problèmes de poteaux bois qui se cassent partout. Enio est en train de mettre en place un programme d'investissement pour résoudre la question de distribution. Comme acteurs du secteur, nous sommes extrêmement mobilisés pour résoudre cette question de transport qui est en fait un peu notre caillou dans le chaussée à l'heure actuelle. Mais on y travaille. Vous nous rassurez que vous travaillez en parfaite intelligence avec les autres acteurs de la chaîne? C'est comme ça qu'il faut travailler. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est comme ça que nous nous comportons. Alors, nous allons bientôt nous séparer, Monsieur le Directeur Général de l'Electricity Development Corporation. Mais avant cette dernière préoccupation, que va devenir EDC après Lompanga, après ce projet éponyme?
Bien, disons, c'est une question qui nous préoccupe depuis un certain temps. Même les bailleurs de fonds nous posent la question. Vous savez, lorsqu'on a créé EDC, on voyait très large. On voyait que c'était le bras séculier de l'État pour résoudre tout problème d'infrastructure posé par le gouvernement. C'est pour ça que la question du programme thermique d'urgence est posée. Le gouvernement s'est retourné vers EDC. On a réglé le problème. Puisque nous avons piloté le programme thermique d'urgence, comme vous le savez. Et nous avons comme vocation première, c'est la production hydroélectrique. Parce que le secteur maintenant s'organise au cours de 3 pôles. Il y a tout ce qui tourne autour de la production hydroélectrique, la gestion de l'eau, la gestion de la Sanaga, qui sera vraiment piloté par EDC. Il y a tout ce qui tourne autour du transport, qui sera géré par la Sonatrach. Maintenant, tout ce qui tourne autour de la distribution, c'est Eneo. Donc, pour l'avenir de EDC, EDC sera donc le bras séculier de l'État pour la production hydraulique, la gestion de l'eau et la gestion de la Sanaga. Ce n'est pas simple, la Sanaga. La gestion de la Sanaga, vous savez que la Sanaga, c'est le fleuve le plus important de notre pays. Et la gestion de la Sanaga est très complexe. Parce que nous avons maintenant trouvé un compromis pour gérer toutes les contradictions pour gérer la Sanaga. Vous savez, la Sanaga a tout. Il y a la production hydroélectrique, plus de 6000 MW sur la Sanaga. Il y a l'adduction d'eau potable, l'eau de Yaoundé viendra à la Sanaga. Il y a l'agriculture. Et puis il y a l'environnement de manière transversale. C'est aussi un volet sur lequel EDC sera extrêmement présent. Et la Banque mondiale est en train de financer un nouveau projet hydroélectrique sur la Sanaga avec comme maître d'ouvrage EDC. Ça fait beaucoup de choses. Merci, et c'est avec cette note d'optimisme que nous allons mettre un terme à cet échange. Le directeur général de EDC, merci d'avoir accepté une fois de plus l'invitation de Présidence Actu. Merci beaucoup. Fin de cette édition de Présidence Actu. Merci à toutes les équipes de production. Merci également à la direction générale de la CRTV qui a permis la réalisation de cette série d'émissions. Merci de nous avoir regardés, mesdames, messieurs. Bonsoir.